Bienvenue dans ce premier épisode du Cinématographeur, la chaîne où on décortique la mise en scène d'un film pour découvrir toute l'ingéniosité d'un réalisateur et son utilisation du langage cinématographique. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 0 d'introduction, c'est mieux de commencer par là pour mieux comprendre ce qui va suivre, et vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Aujourd'hui, nous allons parler de American Beauty, le premier film de Sam Mendes, qui a raflé 5 Oscars en 1999, dont meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur. Tout le principe de cette chaîne est de comprendre comment la réalisation du film va servir son propos. J'ai voulu commencer par ce film parce que la réalisation est assez explicite et comme introduction, les choses seront assez faciles à voir. Tout le film est basé sur l'enfermement. Que ce soit l'enfermement dans la solitude, ou l'enfermement dans l'image de soi, ou celle que le regard de l'autre va nous renvoyer. Il préfigure totalement la génération Instagram à venir. C'est une vraie réflexion sur la société américaine contemporaine, surtout quand on sait que Sam Mendes est britannique, donc la critique est plutôt acerbe. Alors attention, il faut vraiment avoir vu le film à chaque fois que vous regardez un de ces épisodes pour pouvoir l'apprécier, d'une part parce qu'on va spoiler méchamment chaque film, mais aussi parce que ça vous permet de comprendre tout simplement de quoi on va parler. On commence par un petit récap pour ceux qui n'auraient pas vu le film depuis longtemps. Résumé. American Beauty parle de la famille Burnham, classe moyenne d'une banlieue américaine quelconque. Le personnage principal, Lester, est frustré, malheureux et très éloigné de sa femme, Caroline, revêche et aigrie, agent immobilier, et leur fille Jane, 16 ans, mal dans sa peau. On suit Lester, qui va se rebeller contre sa situation d'enfermement psychologique, marital et social, alors qu'il fantasme complètement sur Angela, la meilleure amie de sa fille, totalement obsédée par son image de bimbo, et qui se vante de coucher avec tout le monde alors qu'en fait elle est vierge. Pendant ce temps, Caroline, sa femme, le trompe avec Buddy, un autre agent immobilier concurrent, alors que sa fille tombe amoureuse de Rick, le fils du nouveau voisin. Rick passe sa vie une caméra à la main, ce qui lui permet de voir la vérité et la beauté de la vie. La rencontre avec Rick est le pivot du film. Grâce à lui, Lester démissionne et se met au sport avant de se rendre compte dans les derniers instants du film et de sa vie que le bonheur était en fait dans les petits instants de l'existence et dans sa famille. Il est assassiné par le père de Rick, homosexuel refoulé, qui, pensant que Lester était également homosexuel dans un quiproquo, a mal supporté que Lester le rembarre et l'assassine. L'une des grandes maestries de ce film va résider dans la présentation de ses personnages. Le film est une ode à la mise en scène classique avec un grand C. Tout est d'une limpidité incroyable, vous allez voir. Regardez comment Sam Mendes filme Lester au début. Premier plan de lui. Il est totalement écrasé dans le plan par la plongée verticale de la caméra et écrasé par sa solitude. L'absence de la personne qui visiblement partage son lit. Le plan est décadré, le lit n'est pas au milieu, ce qui soulignerait l'unité du couple. Le plan est centré sur Lester lui-même, il est hanté par l'absence de sa femme Caroline. Deuxième plan, il reste écrasé par la plongée et en plus il est dans l'ombre, comme diminué par une présence extérieure qui lui fait tomber. Dans les plans suivants, on retrouve les figures de l'écrasement, que ce soit par les lignes horizontales du lit et de la moquette dans un plan étriqué vu de dessous du lit, ou par le jet de la douche qui se ressent en plein visage. Juste après, il est montré enfermé dans une cabine de douche. C'est le meilleur moment de sa journée, dit-il, mais il est seul, enfermé dans une cabine, en train d'exercer le plaisir solitaire. Cut to Caroline, qui nous est présentée comme son antithèse totale. Il est dedans, prisonnier, elle est dehors, à l'air libre. Mais elle est aussi prisonnière de sa propre image, nous y reviendrons. Son premier geste est la métaphore absolue de la castration, elle prend une magnifique rose rouge et elle la coupe. Caroline est ainsi liée à la rose coupée, et ça c'est important pour la suite, on le reverra. Retour sur Lester. Derrière une fenêtre, à nouveau enfermé, comme derrière des barreaux de prison. Lui et Caroline sont dans deux espaces différents, elle est sur scène et lui est enfermé dans les coulisses. Ils sont séparés dans les plans avant même qu'on les ait vus ensemble. Il voit sa femme que à travers un écran, un redoublement du cadre dans le cadre. C'est une métaphore qui est souvent utilisée par les cinéastes pour représenter l'écran de cinéma, comme une mise en abîme, une figure de la représentation. Mais ça aussi on y reviendra. Dans le plan suivant, même si les personnages sont dans le même lieu, ils sont séparés par la barrière de la maison et par les lunettes de soleil complètement inutiles de Caroline. C'est cet écran qu'elle met entre elle et le monde qui l'enferme dans son monde d'images. On suit Lester sur son lieu de travail. Si la métaphore filée par Sam Mendes n'est pas encore assez crue, la première image de son travail qu'on voit, c'est lui en reflet dans son ordinateur, avec des colonnes de chiffres qui forment des barreaux de prison. Il est à nouveau enfermé, il n'est plus qu'un reflet, il n'est que l'ombre de lui-même. Plan suivant, on renforce la solitude, il est totalement anonyme au milieu de toutes les stations de travail, il est à nouveau enfermé dans un cubicle cette fois, filmé en légère plongée, comme pour l'écraser encore plus dans son environnement, avec une perspective totalement bouchée derrière lui.
Comme pour nous dire de faire attention à ces petits détails de mise en scène, Sam Mendes a fait mettre un panneau « Look closer » sur son bureau. C'est hyper explicite. La façon que va avoir Sam Mendes de filmer Lester et son boss est aussi assez explicite, vous allez voir. Son boss est filmé en contre-plongée avec un espace ouvert derrière lui. Il filme la différenciation sociale. On passe dans le bureau. Le boss est filmé encore en contre-plongée, à nouveau magnifié par le plan, tandis que Lester, lui, minuscule, totalement écrasé par l'espace et la plongée de la caméra. Le boss se lève, renforçant encore la différence de rang entre les deux personnages. Mais regardez comment la scène évolue. Dès que Lester tient tête à son boss, la caméra se rapproche, elle se met à sa hauteur, et son boss, lui, s'assoit. Les deux personnages sont ainsi à la même hauteur. Puis Lester va s'avancer, il devient plus important dans le plan, en taille, que son boss, et il rentre dans la lumière. Pendant la démission de Lester, un peu plus tard dans le film, les deux hommes seront filmés comme complètement égaux, et ils vont être pour la première fois unis, on les verra tous les deux dans le plan. La mise en scène renverse la situation, et Sam Mendes le traduit dans la façon de filmer les choses en utilisant uniquement le langage cinématographique. Cette métaphore de l'isolement de Lester se file dans la scène suivante, la scène du dîner, qui est redoublée par la figure de l'image et de la représentation. Cette scène s'ouvre sur des photos de famille mises en scène avec des roses, les roses que nous avons vues tout à l'heure qui étaient associées à Caroline, au moment où elle nous a été présentée. Caroline a donc mis en scène cette illusion d'unité, l'image de la famille parfaite, qui est figée dans des photographies qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Le bouquet de roses est au milieu de la table, illuminé d'une lumière hyper théâtrale comme un spot qui lui tombe dessus. Ça s'appelle une douche au théâtre. Alors que les personnages sont quasiment dans l'ombre, ça renforce cette idée que le décor et la situation ont à nouveau été mis en scène par Caroline. Un travelling très lent vers l'avant. Un travelling, c'est quand la caméra est mise sur des rails et peut bouger sans accroc, comme un petit train. Donc un travelling lent vers l'avant passe à travers le seuil de la salle à manger. Ce mouvement de caméra nous fait pénétrer dans leur intimité, comme si ce seuil figurait la photographie qu'on venait de voir, et on va pénétrer, on va gratter la surface de la photographie et pénétrer à l'intérieur et on va voir la face cachée. En effet, cette liaison entre les personnages est rompue lorsque Jane se lève et quitte la table. L'illusion est rompue et les personnages ne seront plus jamais unis dans le plan. Sam Mendes va les filmer en champ contre champ, l'un puis l'autre. Il filme la fracture du couple qui est inscrite dans la mise en scène. Lester essaye de suivre sa fille dans la cuisine et tente par le plan d'être uni avec elle. Mais même s'ils sont filmés tous les deux, il y aura toujours dans le plan des lignes verticales qui vont les séparer. Que ce soit la fenêtre dans le plan où ils sont tous les deux, ou le placard, ou la fenêtre encore, dans leur champ contre champ. Ou la façon encore plus violente dans l'image vue par la caméra de Rick, qui est vue de l'extérieur. Rick, à travers sa caméra, se place comme celui qui va montrer la vraie face du monde. Celui qui va pouvoir montrer la vérité crue aux gens, sans filtre. Il va révéler la beauté intérieure de Jane, la beauté aussi du sac plastique qui vole, et la laideur et la vacuité d'Angela. Regardez quand il filme les deux filles, il y en a une qui essaye de la guicher, mais lui il va chercher la beauté plus loin, dans l'image de l'icône de Jane, en passant totalement à côté d'Angela, qui se met en scène entre deux rideaux de théâtre. Il voit la beauté dans le reflet de Jane, ce reflet qu'elle supportait pas au début du film quand elle voulait se faire refaire les seins. Rick ne regarde pas la situation en face de lui, qui pourrait lui mentir, il regarde pas la mise en scène qu'on lui plaque, mais il regarde uniquement l'image que lui renvoie sa caméra, la seule image à laquelle il fait confiance, la seule qui dit la vérité. Pour lui, c'est la caméra vérité. Et là, cette vérité, dans la conversation, est inouïe. Il y a un mur entre Lester et sa fille. Leur union est complètement impossible. Et ils sont séparés par quoi? Regardez au fond, par le vase de rose qui est à nouveau entre deux, par Caroline. Lester est à nouveau seul dans la prison de sa maison, dont les barreaux sont visibles dans le cinéma vérité de Rick. Rien n'est laissé au hasard là dans la construction du plan chez un cinéaste qui se pose un peu la question « Qu'est-ce que je suis en train de filmer? Pourquoi est-ce que je vais le filmer comme ça? Comment est-ce que mes plans vont traduire la situation qui est écrite dans le scénario ?» C'est passionnant. Et là, à ce moment-là, Lester jette le torchon. Les Américains disent « throw in the towel », jeter sa serviette, comme à la boxe, qui signifie abandonner. Il jette l'éponge sur l'image de la famille parfaite que Caroline essaye artificiellement de créer, de mettre en scène, comme elle met sa vie en scène. Elle est toujours en représentation. Cette idée de représentation est évidente dans la scène suivante où elle essaye de vendre la maison. Elle va elle-même se mettre en scène comme au théâtre. Ces idées de représentation et de théâtre que nous avons déjà un peu abordées précédemment sont super intéressantes parce qu'il faut savoir que Sam Mendes, à la base, c'est un metteur en scène de théâtre. Et Spielberg l'a vu mettre en scène des pièces et il lui a dit « Il faut absolument que tu réalises le prochain film qu'on produit à la DreamWorks ». Donc Caroline va cristalliser la société américaine contemporaine dans la vacuité de son personnage et son attachement à ce qu'elle représente aux yeux des autres.
Comme le dira Buddy plus tard dans le film, pour avoir du succès, il faut projeter une image de succès, savoir se mettre en scène comme une image. C'est la clé de voûte du film. Premier plan de la vente de la maison, elle va dresser l'image de sa société immobilière devant elle. Elle est plus elle-même, elle représente son agence, elle se masque complètement derrière. Le seul moment où elle fait tomber son masque et les lunettes de soleil en fait qui la séparent du monde, c'est quand elle se retrouve face à l'image de Buddy, l'autre promoteur immobilier. On le voit par son image lui-même avant de le voir. Elle tombe amoureuse de son image et Sam Mendes le montre par la mise en scène, à nouveau. Et elle remet ses lunettes, sa façade, sa représentation et hop, on la voit immédiatement à travers un écran. Encore un cadre dans le cadre qui renforce la mise en scène de cinéma. Et c'est parti pour la mise en scène de théâtre. Dans les coulisses, elle prépare la scène, elle s'habille, elle se maquille devant son propre reflet et elle fait son entrée avec des rideaux de théâtre derrière elle et elle parle de la dramaturgie du salon. À la fin de la représentation, elle ferme la fenêtre, l'écran, elle ferme les rideaux du théâtre et loin de la scène, elle a enfin une vraie émotion pour la première fois du film. Mais ce sursaut de vérité n'est que temporaire, regardez, elle se ressaisit et plan suivant, elle est à nouveau dans un cadre dans le cadre qui redouble l'écran de cinéma, à nouveau en représentation et elle entre dans la lumière de la scène. Cette mise en scène, une pureté, c'est incroyable, j'adore. Là on est un peu plus loin dans le film, mais en fait cette idée de la représentation est annoncée dans les 30 premières secondes. Début du film, sur fond noir, on entend une caméra s'allumer. En 2 secondes, en fait, tout a été dit. On voit alors, première image, une vidéo, on sait bien que c'est pas l'image du film, mais bien un film dans le film, d'une adolescente qui va parler de l'image de son père modèle. I need a father who's a role model. On a alors, nous spectateurs, qui regardons un film dans lequel un personnage en filme un autre qui parle de l'image que renvoie son père. C'est une mise en abîme totale et une spirale des figures de la représentation sur 4 niveaux. Cut au noir, à nouveau bruit de caméra qui s'éteint sur le titre du film. En 30 secondes à peine, Sam Mendes a donné le sujet de son film. Comment les gens se perdent dans l'image. Que ce soit l'image de soi ou l'image de cinéma. On va retrouver tout au long du film ces figures de la représentation. Chez des personnages qui sont complètement obsédés par leur image, à un moment ou à un autre. Caroline, qui jardine en tailleur, apprêtée avec des gants assortis à ses sabots. On voit sa fille Jane pour la première fois alors qu'elle cherche sur internet comment faire pour augmenter sa poitrine et qui se regarde dans le miroir. Et Lester qui, un peu plus tard, va être complètement obsédé par son image, qui dira qu'il veut faire du sport pour être beau à poil, alors qu'Angela, elle préfère mourir plutôt que d'être ordinaire. I don't think there's anything worse than being ordinary. At least I'm not ugly. Le seul qui n'est pas obsédé par son image dans le film, c'est le pivot du film, c'est celui qui va faire shifter tous les personnages, c'est le nouveau voisin Rick. Sauf que lui, il est lui-même une image, même s'il n'est pas obsédé par la sienne. Le film est basé sur l'image, la représentation, l'artificialité face à la réalité. Look closer. Il faut gratter la surface de l'image de la perfection américaine pour trouver la souillure et le mensonge. Et ça, c'est l'image complète de Rick. Il est basé sur l'image et le mensonge. En surface, il présente l'image d'un fils de militaire idéal, mais tout son univers est en noir et blanc, il est tiré à 4 épingles, il n'y a rien qui dépasse, il fait aucune vague, mais si on gratte, c'est un trafiquant de drogue en fait, tout simplement. Son père ne voit que la surface des choses. L'image du double fond du tiroir est un symbole de tout le film, exactement comme l'assiette exposée sur les étagères de son père qui, quand on la sort de l'armoire, fermée à clé, qu'il faut jamais ouvrir, comme la boîte de Pandore au risque de montrer la laideur du monde. Derrière cette assiette, on va voir que cet objet d'exposition se révèle être une assiette nazie. C'est un film sur la face cachée du monde. Le titre même du film, American Beauty, se réfère à une espèce de rose. Une rose qui reste belle de l'extérieur, même morte, même coupée pendant longtemps, mais qui va en fait pourrir de l'intérieur, qui va montrer sa déliquescence, qui va sourdre petit à petit depuis l'intérieur vers l'extérieur. Son père ne voit que la surface des choses. Comme beaucoup de personnages dans le film, et c'est montré de façon exemplaire par Sam Mendes lors de la conversation entre Rick et son père, qui se fait à travers un miroir. Il ne parle qu'à l'image de son fils, pas à la vraie personne, il est totalement aveuglé par une lecture superficielle des choses. Et le climax entier du film en fait va être fondé sur cette mauvaise lecture de l'image fausse, artificielle que le père de Rick a vue entre son fils et Lester. Il croit voir son fils vendre son corps à Lester, tailler une pipe à Lester, mais c'est qu'une situation qu'il va lui-même mettre en scène. Il se pose comme spectateur, il y assiste de loin et la scène est vue à travers une fenêtre. Encore l'écran dans l'écran, le cadre dans le cadre, ça redouble l'image de l'écran de cinéma. Il se pose lui-même en spectateur.
Et il se perd dans cette image, comme tous les autres personnages, une image fausse qu'il veut voir tel un spectateur de cinéma. Il se projette lui-même une image et refuse lui-même sa vraie nature, son homosexualité, ce que cette image lui renvoie de lui-même. C'est une image qui va continuer de projeter lorsqu'il va voir Lester, où à nouveau, il ne voit et n'est vu qu'à travers des cadres dans le cadre, comme une projection de cinéma. La couleur rouge symbolise le désir. C'est très très important dans le film. Caroline va couper les roses rouges et elle va les enserrer dans des bouquets bien contenus, totalement refoulés. La porte de sa maison est rouge, la porte qui est fermée. Sa nuisette est rouge, elle la cache sous des vêtements, elle la révèle que dans l'intimité. Et elle est immédiatement attirée par la pancarte rouge de Buddy qu'elle retrouvera dans le motel où la lampe et la couverture sont rouges. Le bouquet de roses va castrer littéralement Lester pour recouvrir son sexe dans la séquence où il essaye de s'émanciper en achetant de nouvelles voitures. Le désir rouge de Lester, lui, est contenu au début du film. Il va s'échapper de la mallette fermée lorsqu'il se fait houspiller par sa femme, et il est représenté par un dossier rouge derrière lui lorsqu'il démissionne. Et ça va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure de son émancipation. Il met un t-shirt rouge lorsqu'il se met à faire du sport. Au fast-food, il y a sa casquette, les enseignes et les banquettes sont rouges. Sa voiture télécommandée est rouge et la grosse nouvelle voiture va être rouge également. Son désir macule tout l'écran de rouge littéralement lorsqu'il voit Angela la première fois, l'objet de son désir, qu'il va imaginer recouverte de pétales de rose très rouges. Elle va devenir l'antithèse totale de sa femme. Sa femme contient totalement les roses en bouquet, et à l'inverse, Angela, elle, va les libérer complètement avec des pétales qui volent partout, et sans épines. Mais Angela n'est qu'une image, un fantasme qu'il n'assouvira jamais. Comme le montrent les séquences de fantasmes où en fait le plan va piétiner, il est ralenti, il passe en boucle. Il n'atteindra jamais cette image. Parce que comme toutes les images du film, lorsqu'on en gratte la surface, c'est artificiel. Tout ce qu'Angela prétendait n'était que façade et mensonge. En fait, elle est vierge et elle s'était enfermée elle-même dans l'image qu'elle voulait montrer d'elle. Il va y avoir une passation en fait entre l'enfermement de Lester et celui d'Angela. Lui va se libérer complètement de cette image et elle va se retrouver enfermée dans son mensonge, toute seule, exactement comme l'était Lester au début. Lorsque Lester va pour embrasser enfin Angela et assouvir son fantasme, il se libère de l'emprise castratrice de sa femme. Le plan nous le montre par un lent travelling avant qui va évincer la présence de Caroline à travers l'éclipsement du bouquet de roses, alors qu'elle était présente dans tous les plans avant ça. Au moment où il comprend qu'Angela n'était qu'une image, un fantasme, il va enfin découvrir la vérité et pouvoir être heureux en acceptant sa femme et sa famille. Il se relève des bras d'Angela et réintègre sciemment Caroline, donc le bouquet de roses, à l'intérieur du plan. Il l'accepte comme faisant partie de sa vie. Les roses sont à nouveau présentes dans les plans où il discute avec Angela juste avant de mourir, le moment où il accepte le bonheur de sa fille et son bonheur à lui-même, au-delà de l'image et de la superficialité. Il va de lui-même chercher la photo de famille devant laquelle il avait jeté l'éponge au début du film, et il la ramène dans un même plan au bouquet de roses. Il choisit, et Sam Mendes va le montrer par la mise en scène, il va relier tous les trois personnages dans ce plan filé. Et aux derniers instants de la vie de Lester, avec un mouvement panoramique de la caméra, Sam Mendes va créer à nouveau le lien entre lui, l'image de sa famille unie sur la photo, et le bouquet de roses qui représente Caroline. Ces trois éléments sont liés par le mouvement de la caméra, ils vont s'unir dans le télescopage des trois, dans le sang rouge de Lester sur le mur, la fusion ultime que trouve finalement Lester dans les derniers instants de la mort, là où il découvre qu'il est heureux. Le désir, le rouge, est enfin sorti de son corps dans une libération ultime, et il est enfin heureux. Rick va alors regarder Lester les yeux dans les yeux et comprendre cette vérité que Lester a effleurée dans ses derniers moments. Il va le regarder avec ses yeux sans sa caméra pour la première fois, sans intermédiaire. Il va y avoir une passation à nouveau entre Lester et Rick. Et Rick et Jane peuvent enfin vivre leur vie heureux tous les deux. Lester reprend les paroles de Rick lorsqu'il parlait du sac plastique qui vole et il les complète. Il y a une passation qui s'est faite dans les deux sens. L'ancienne génération a appris de la nouvelle et la nouvelle a appris de l'ancienne. Lester n'est plus enfermé, il est à nouveau libre de remonter au ciel, dans un ultime mouvement de caméra. Et bien voilà mon analyse de la réalisation d'American Beauty, j'espère que ça vous a plu. Vous trouverez ici le lien de l'épisode 2 sur Alien cette fois, où on va parler plus de symbolisme et de métaphores, ça va être passionnant, vous allez voir. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et surtout de vous abonner pour être au courant de la suite et des prochains épisodes. J'espère que ça va être une longue histoire et qu'on va en faire plein. Merci beaucoup.